Et je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce numéro, ce nouveau numéro de l'invité où nous parlons de la COP 28, sous le thème COP 28, sentiments mitigés à la clôture. Il faut dire que la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qu'on appelle encore la COP, s'est ouverte le jeudi 30 novembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avec la présence de 198 parties dans l'Union européenne. C'est achevé ce mercredi 13 décembre. Un test final a été adopté par les participants, mais sur des sentiments surtout mitigés. Et nous en parlons avec notre invité. Il s'appelle Edem Kodjo Sena-Wetro. Vous êtes environnementaliste, président d'ONG et également membre de Greenpeace Afrique. Bonsoir, monsieur Edem, et bienvenue. Bonsoir, Guillaume. Alors, nous allons commencer avec tout simplement à la base. Pour mieux comprendre le contexte, nous parlons de la 28e COP. Qu'est-ce qu'une COP et pourquoi nous sommes à la 28e édition? COP, qu'est-ce que c'est? Merci, Guillaume. La COP, en réalité, c'est comme un rendez-vous. La COP, c'est comme une réunion annuelle des pays qui ont accepté de respecter la Convention des Nations Unies pour discuter des enjeux de l'environnement et bon, puisque nous sommes à la COP 28, donc c'est les enjeux de l'environnement. Donc c'est une réunion annuelle des pays membres qui ont adopté, respecter la Convention des Nations Unies. Sur les changements climatiques. Les changements climatiques qui parlent de l'environnement, parlent des changements climatiques, comme tout ce que vous savez. Ok, d'accord. Alors, pourquoi la COP 28 était très attendue? Parce qu'on a dit que cette année 2023 est l'année la plus chaude, et donc il y avait plusieurs espoirs qui ont été placés en la réussite de cette COP 28. Pourquoi on attendait vraiment cette COP 28? Oui, Guillaume, vous savez, l'année la plus chaude, comme vous l'avez dit, la COP 28, et ça coïncide avec Dubaï, parce que le choix de Dubaï, c'est bien. Maintenant, l'année 2028, tout le monde s'attend. 2023, nous sommes en 2023. Ah, 2023, je parle oui. La COP 28. La COP 28, voilà, l'année 2023. L'année 2023, la COP 2028, c'est pour trouver des solutions, pour voir, tout le monde s'attend. Tout le monde s'attend pour voir comment on peut trouver des solutions pour diminuer par exemple la température, puisque vous parlez de l'année chaude. Oui. Effectivement, 2023 a été une année très chaude. Même dans la pluie, quand il pleut, il fait chaud. En Afrique, on a constaté ça. Donc, tout le monde s'attend que Dubaï soit le lieu d'une décision, des décisions qu'on aura prises là-bas seront favorables pour régler les problèmes des enjeux environnementaux et climatiques. Ok, d'accord. Alors, cette COP, comme je le disais, visait des objectifs précis, était très attendue. Quels étaient principalement les objectifs assignés à la COP 28? Les objectifs assignés, comme je l'avais déjà dit, comment faire pour abaisser la température, disons, à 1,5%, pardon, 5 degrés Celsius, la température à 1,5 degrés Celsius. Aussi penser à élaborer les taxes carbone. Par exemple, quand on parle de taxes de carbone, vous savez, ceux qui consomment beaucoup doivent assumer les responsabilités. En quoi faisant? Bon, en quoi faisant? Mais ça dépendant de leur partition, de leur participation à la lutte contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire que je peux vous donner cet exemple. Parce que chez nous, ce qui se passe chez nous, par exemple, on parle de taxes sur les habitations. Taxes sur l'habitation, taxes immobilières, par exemple. Celui qui est sur le rez-de-chaussée, celui qui a fait 2 chambres salon quelque part, et par rapport à celui qui a fait sur ça, comment on dit ça, R plus 1, R plus 2, R plus 3, mais les taxes, les frais doivent être différentes. Ça veut dire que ceux qui consomment plus d'énergie doivent, en réalité, être responsables, assumer leurs responsabilités. Donc ils doivent payer beaucoup, doivent contribuer beaucoup
sur les frais, c'est l'argent. Ok. Nous avons besoin de l'argent. Pour lutter contre les changements Pour climatiques. lutter contre les changements climatiques. Quelqu'un ne peut pas dépenser et que quelqu'un va assumer. Et surtout, c'est nous les Africains. Ça m'énerve des fois, sincèrement. Quand ça vient comme ça, là, je me sens des fois irrité. Parce que ce que nous subissons en Afrique, les Africains ne sont pas responsables. Des changements climatiques. Des changements climatiques. Et donc l'une de ces attentes, c'est de justement élaborer ces taxes carbone-là pour que les plus grands pollueurs payent plus que les moins pollueurs, si je comprends mieux. C'est clair. Mais qui va assumer la responsabilité de quelqu'un? Vous allez dans un hôtel, vous prenez une chambre et quelqu'un va payer à votre place? Non. C'est clair. Alors, on parlait aussi tout à l'heure de cette année 2023 qui est l'année la plus chaude. Quand on dit qu'une année est une année très chaude, quelles peuvent en être les conséquences? Les conséquences d'une année chaude. Guillaume, j'espère que l'année chaude, quand une année est très chaude, il a la sécheresse. Il a la sécheresse. Il y a manque d'eau, les rendements. Il a les rendements agricoles. Mais vous faites la culture, vous n'avez rien. Mais ça veut dire que même là, la malnutrition, il y a, comment vous appelez ça, les maladies. Il y a de nouvelles maladies, il y a des noms même. Présentement, ça dit que je me demande, quand j'écoute des noms de certaines maladies, mais moi-même je suis surpris. Heureusement qu'au moins au Togo, nos autorités prennent des... L'autre fois, j'écoutais certaines informations, qu'il y a telle maladie, la société... Sincèrement. Mais là, tout ça là est dû au changement climatique. Manque d'eau, oui. Tout ça là, c'est le changement climatique. Vous savez, le manque d'eau. Mais il y a des pays, comment vous l'appelez là, les pays de la Corne de l'Afrique, par exemple, la Corne de l'Afrique, qui a connu des sécheresses. Et les pays outre-mer. Mais vous n'avez pas vu, on a distribué l'eau. Et c'est on a distribué l'eau, il y a manque d'eau, les rivières se tarissent, c'est tout ça là. Donc, les conséquences de l'élévation de la température, comme vous l'avez dit, c'est clair. C'est terre à terre, quoi. Il n'y a pas rien. Et les animaux qui meurent, de soif d'eau, rien ne marche. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, pour faire face à cette situation, que doit-on faire? Il y a changement climatique, il y a hausse de la température, il y a sécheresse, il y a pénurie d'eau, il y a mort d'hommes, il y a mort des animaux, il y a de nouvelles maladies. Oui. Comment faire pour y faire face? Pour y faire face, en réalité, c'est simple, hein? Pour faire face à tous ces choses-là, c'est pourquoi tous les attentes, il y a la coupe, il faut que les participants, les États, trouvent des solutions adéquates, voire. Et la solution se trouve à la coupe. Et c'est quoi cette solution? Moi personnellement, je peux vous dire, dicter des solutions, 1000 solutions ici. Est-ce que c'est ça qui sera adopté? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui va se faire? Moi, ça n'engage que moi. Ce qui se passe chez moi, par exemple au Togo, peut-être chez un ami au Sénégal ou bien au Bénin, c'est moi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc il faut, en fait, bien sûr qu'il y a des solutions standards. Les solutions standards, c'est bien sûr comment faire pour limiter la température à 1,5 degré minimum. Et tout ça, on parle de net 2050. On parle de comment il faut capturer le carbone. Tout ça là. Ce sont des solutions, mais les organisateurs sont là. Les États sont là. Nos chefs d'État sont là. Donc, moi, mes solutions ne seront pas forcément leurs solutions. Ne sont pas leurs solutions. Mais quand même, il y a des solutions standards, comme vous venez de le dire, la limitation des émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse de la température, par exemple. Merci. Mais il faut limiter la hausse de la température. Et comment on appelle ça, les combustibles fossiles, par exemple. Et il y a le charbon, il y a... comment vous l'appelez ça? Il y a le charbon, il y a le pétrole, il y a tous ces gaz-là. Mais... On y reviendra, on viendra sur cet aspect tout à l'heure, parce que apparemment vous avez des sentiments mitigés sur cette COP28. On abordera la question, et justement pour y aller, avant le début de cette COP, il y avait des attentes, les attentes des uns et des autres. Vous, quelles étaient vos attentes, ou quelles étaient les grandes attentes de cette COP? Et je disais tout à l'heure que vous êtes un membre de Greenpeace. Quelles sont les attentes de Greenpeace par rapport à cette COP28 qui s'est clôturée le mercredi dernier? Oui, tu vois,
les attentes de Greenpeace, c'est que nous, la conférence, on a pensé que la conférence doit fixer la limitation de l'utilisation de l'énergie fossile, accélérer la transition vers les, comment vous appelez ça, les énergies renouvelables. Ça, c'est une première attente. Et aussi que, comme vous l'avez dit, il faut limiter la température à 1,5 degré. Et troisième, la conférence, la COP28 doit aboutir à la création d'un fonds pour dédommager les pertes et comment on appelle ça, assurer le coût des crises. Donc, nous, on aura 3 objectifs. Limiter la température à 1,5 degré et créer un fonds pour soutenir les pays vulnérables. Pour soutenir les pays vulnérables, aussi, surtout, je voudrais parler de fonds, de taxes carbone. Ok. C'est ça, c'est tout. Donc, il faut que les choses, les 3 points là doivent être bien clairs et bien précis. Alors, cette COP portait l'espoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'un accord crucial soit adopté, qu'il soit contraignant pour les États, pour peut-être limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour avoir un impact sur la limitation de la température sur la surface de la Terre. Seulement, on s'attendait à ce que la COP soit clôturée plutôt le mardi 12 décembre. Sauf que jusqu'au soir du mardi, l'accord en question n'a pas pu être trouvé et donc il y a eu un temps de prolongation pour qu'un accord final soit adopté le 13, un accord final adopté aussi sur le volet, mais qui ne satisfait pas tout le monde. Peut-être vous n'êtes pas satisfait aussi, peut-être vous nous le direz à la fin. Mais pourquoi, au lieu du 12, on finit par trouver un accord sur le volet le 13 et que cet accord n'est pas satisfaisant? Mais l'accord n'est pas satisfaisant. Mais en réalité... Que s'était-il passé? Oui, en réalité. Mais si l'accord n'est pas satisfaisant, il y a les grandes puissances, les petites puissances. Moi, le mot petite puissance, là, ça ne m'intéresse pas. Les pays endettés, les pays pauvres, ça ne me satisfait pas. Mais si l'accord n'est pas satisfaisant, au moins pour une première fois, mais les pays du Sud ont réagi parce que il faut un test, un test plus contraignant contre, mais les pollueurs. Donc, le test qu'ils ont adopté ne favorisait pas les pays du Sud, en réalité. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a prolongé le délai. Ils ont prolongé et ils ont pour pouvoir trouver un accord. Ils ont prolongé pour trouver un accord, effectivement. Ok. Ils ont prolongé pour trouver un accord parce que le test est trop favorable. En réalité, quand on parle de Dubaï, il a le pétrole là-bas. Pourquoi on ne parle pas du charbon? Pardon, excusez-moi, je commence pas à prendre de tension parce que ça m'énerve. On parle du charbon, mais à Dubaï, pourquoi on ne parle pas du pétrole, Guillaume? Pourquoi on ne parle pas du pétrole à Dubaï? On parle des énergies fossiles, on ne parle pas du pétrole. On ne parle pas du gaz naturel. Mais on parle au moins du charbon. Mais le charbon, c'est en Afrique. Effectivement, et même tous ces pays-là ont utilisé le charbon pour ici à leur sommet aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans le test qui a créé la polémique et que ça a traîné un peu, mais ça a pris encore 2 jours pour adopter un test commun, mais on n'a jamais parlé du pétrole dans le test. Mais imaginez ces pays-là, mais l'économie, si on parlait du pétrole, Guillaume, si on parlait du pétrole, c'est comme si, bon, moi au Togo, dans le temps, je suppose que si on parlait du phosphate, c'est comme on vient au Togo. Et on dit de ne plus exploiter du phosphate. Ah oui, on vient au Togo, on dit que le phosphate, c'est une énergie fossile, c'est un combustible fossile, donc il faut faire ceci, il faut faire cela, et il ne faut plus exploiter le phosphate. Mais c'est clair, non? Donc, okay. Alors, justement, sur cet aspect, l'accord final qui a été trouvé, le 13, a été critiqué par certains environnementalistes qui estiment que le test de clôture appelle à abandonner les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable en accélérant l'action au cours de cette décennie. Que faut-il comprendre et pourquoi les gens critiquent cette partie du test? On parle de combustibles fossiles, ben on dit qu'on met l'accent sur le charbon et tout. Mais, Guillaume, je l'ai déjà dit. Mais on parle de combustibles fossiles. Il y a combien de combustibles fossiles? Les combustibles fossiles, c'est quoi même?
Oui, justement. L'économie fossile, c'est quoi? Ben, c'est les réserves, c'est les, comment on dit quoi, les matières premières souterraines. Donc, il est appelé. Mais ça dit que ce qu'on commun d'autres, je n'en parle du charbon. Le charbon, ce n'est pas, ça dit c'est un nom commun à beaucoup d'énergie. Il a le charbon, il a le pétrole, il a la lignite, il a des gaz naturels. Mais je l'ai déjà dit, pourquoi on ne parle pas du pétrole? Dubaï, c'est quoi? Si Dubaï peut vivre, est-ce que Dubaï peut exister sans pétrole? Non. Donc c'est ça la cause fondamentale. Donc ça doit traîner. Et que, à mon sens personnel, il faut prendre, quand on parle d'énergie fossile, il fallait tout prendre en compte. Il fallait tout prendre en compte. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas pris tout en compte? Ils ont juste parlé du charbon. Ou bien ils ont plus mis l'accent sur le charbon. Je te dis, affaire de pays riches, pays pauvres, pays du sud, pays du nord, tout ça là-bas, ce sont des termes personnellement que je déteste, que je ne veux pas. Le Niger est là-bas. Là, on va dire que le Niger, c'est un pays pauvre, mais les statistiques qui donnent quoi? Le Niger est classé parmi les tout derniers pays du monde les plus pauvres. Ouais. Alors, regardez les ressources minières qui se trouvent au Niger présentement. 60 ans. Et maintenant, ils ont aussi le pétrole. Heureusement, ils n'ont pas interdit le pétrole. En réalité, quelle quantité de pétrole se trouve en Afrique par rapport à Dubaï, par rapport aux Émirats arabes unis, ces pays qu'on appelle les pays pétroliers, les pays de pétrole, tout ça là, les pays de, comment, il a un terme, non? Les pays du Golfe? Les pays du Golfe, non, il a encore un terme. Les pays de l'OPEP? Merci, les pays de l'OPEP, par exemple. Et Guillaume, toi-même vois. Combien de pétrole se trouve en Afrique? Mais pourquoi ils se basent sur l'énergie? Les énergies fossiles, il n'y a pas que le charbon. Pourquoi? Vous auriez aimé que quand on dit qu'il faut limiter l'exploitation des énergies fossiles, qu'on prenne en compte le pétrole, surtout qu'on utilise, qu'on mentionne le gaz naturel, qu'on parle de lignite, qu'on parle de tout ce qu'il y a en dehors du charbon. Oui, tout ce qui est énergie fossile. Pas seulement le limiter au charbon. Il ne faut pas limiter seulement au charbon. Il a tout. Alors, est-ce que si on le faisait aussi entre nous pays africains, on sait que la plupart des pays africains aussi veulent se développer et misent sur l'exploitation de leurs ressources naturelles comme le pétrole et tout, est-ce que si on le fait, ce ne serait pas aussi quelque part une contrainte pour les pays africains? Qui c'est qui le fait? Je ne comprends pas bien. Si on prend la décision, par exemple, d'interdire ou de réduire drastiquement, vous aviez dit tout à l'heure que vous voudriez un accord plus contraignant. Oui. Alors, un accord plus contraignant envers les pays exportateurs, par exemple, de pétrole, puisque vous fustigez le fait qu'on ne mentionne pas clairement le pétrole, mais qu'on parle plutôt du charbon. Oui. Mais on sait que les pays africains aussi exportent du pétrole. Combien de quantité en réalité, dis-moi? Les pays africains, bien sûr. On écoute ici de Gouta, on a découvert tel baril de pétrole, tel ceci dans cette zone, dans ceci. Mais nous, en Afrique, on peut vivre sans pétrole. Mais je vous parle, l'économie de Dubaï, l'économie des pays du Moyen-Orient, là, les Arabie Saoudite, ces consorts là. Même en Libye, Kadhafi, on parle il est mort, paix à son âme. Et donc ces pays sont les plus grands bénéficiaires du pétrole et donc ils ont veillé à ce qu'on n'inclue pas le pétrole. C'est pourquoi ils n'ont pas inclus le pétrole, c'est ça qui a retardé la COP 28. Ok. Alors, quelle était la position des pays en voie de développement ou des pays africains, puisque vous dites que vous n'aimez pas le thème, quelle était la position des pays africains en allant à cette COP? Parce qu'on sait que chaque parti vient avec des propositions et voudrait obtenir quelque chose en partant. Oui, non, c'est clair. Les pays africains, je dis les pays africains, il ne faut pas dire les pays en voie de développement. Oui. Moi, ce sont des termes. Ok, les pays africains, quelles étaient leurs attentes? Les attentes, c'est qu'ils vont là-bas pour que les choses soient réparties également. En créant les taxes, par exemple, les taxes carbone. Les taxes carbone, mais le pétrole, les taxes carbone, et les grands pollueurs. Les pollueurs doivent assumer leurs responsabilités. Les financements. Et tout ce qui s'est passé en matière des investissements, de l'économie, tout ça là, il faut qu'ils nous donnent les fonds et que c'est nous qui subissons. J'ai dit ici, dans ce plateau, c'est ce même plateau, je me rappelle. Mais nous sommes quelqu'un qui est en aval, nous, en amont, quelqu'un, comment on dit ça? En aval? En aval, quelqu'un qui est en amont. Mais je vous l'ai déjà dit, mais quelqu'un qui est
comment vous l'appelez ça, R plus 4, R plus 5, et quelqu'un qui a sur de chercher ne consomme pas les mêmes énergies. Donc les pays pétroliers, là, ils n'ont qu'à nous dédommager, ils n'ont qu'à contribuer plus à cette taxe-là. Les pays africains vont là-bas, nous sommes allés là-bas pour récupérer les fonds, pour qu'ils nous dédommagent. Alors, les torts qu'ils nous font là, nous avons besoin de récupérer ça, Guillaume. Ok. Justement, puisque vous parlez des attentes des pays africains, il était question également à cette COP28 de faire le point sur les avancées obtenues depuis la signature des accords sur le climat de Paris et de mettre aussi en œuvre une taxe sur le carbone et dédommager les pays les plus vulnérables. Qu'en a-t-il été réellement? Mais pour la COP, par exemple. Vous savez, Guillaume, vous savez plus que moi que les avancées de Paris n'ont abouti à rien. Il n'y a pas eu d'avancée de Paris. Tout ce qui était décidé à Paris n'a pas été mis en œuvre. La mise en œuvre a été, en réalité, c'est un échec. Donc tout l'espoir était porté sur Dubaï. Vu la chaleur et tous les problèmes environnementaux. Okay. Mais, c'est clair. Donc, il n'y a pas eu d'avancée. Rien. Ok. Alors, maintenant, pour les taxes carbone, est-ce que les pays africains reviennent au moins avec quelque chose? Pour le moment, le texte a été adopté. Yo, comment tu veux que je dise? Revenir avec quelque chose, c'est comme on va à la coupe. Au moins, dans le texte, on a pris en compte cette espérance. Le texte, ce n'est pas quelque chose c'est comme si on gagne la Coupe du Monde ou bien la Coupe d'Afrique. Là. On fait quoi? On revient au pays avec ça. Ouais. Donc, les pays africains sont allés, non. J'ai vu le chef de l'État, j'ai vu le chef de l'État sironner le café, le thé saoudien. Moi, j'ai vu le chef de l'État, il est beau, ça m'a plu. Donc, j'ai dit, mais ils reviennent avec quoi concrètement? C'est ça que je dis. Pour vous, il n'y a rien de concret pour les pays africains? Pour le moment, je ne peux pas savoir. Donc, on attend. C'est-à-dire que les textes là, le problème de rédiger les textes, c'est avoir les textes contraignants, moins contraignants, comme tous les pays, tout ça là. C'est pas ça le problème, Guillaume. Okay. D'abord, l'application des clauses qui sont dans les textes. C'est ça l'important. Ok. Maintenant, certains quand même se sont réjouis qu'on a pris en compte leur doléance en matière, ou bien leur position en matière de financement de la taxe carbone. Est-ce que ça aussi, au moins, ce n'est pas une avancée qu'il faut saluer? L'avancée. Mais c'est trop tôt de commencer par réjouir. Pour vous, on peut l'adopter et ne pas l'appliquer? Ah, bien sûr. Attends, dans le monde entier, le problème, c'est le respect des textes, des conventions. Le respect des textes, des conventions, c'est ça qui fait, c'est ça qui fait foi. Moi, on dit que tout à l'heure, je vous dis, hey, Guillaume, et dimanche prochain, tu viens, je te donne un bélier. La fin d'année s'approche, non? Je te donne un coq, je te donne un bélier, tu commences pas à danser ici. Dimanche prochain, tu m'appelles. Peut-être que tu ne sais pas que j'ai 2 numéros. Je bloque le numéro sur lequel tu t'es appelé. Alors que tout à l'heure, je vous promets, tu ne commences pas à danser, tu es en joie. Et donc pour vous, les promesses obtenues là-bas, il ne faut pas trop s'en réjouir? Et il faut une politique d'action. Il faut que les choses soient claires. C'est pourquoi je vous dis, quand nos chefs de l'État sont revenus, ils sont revenus avec quoi? Ce n'est pas la Coupe d'Afrique, ce n'est pas la Coupe du Monde, ce n'est pas une compétition, quelqu'un allait gagner un prix, il est venu, on l'a accueilli à l'aéroport. Donc, moi, en tout cas, j'attends. À ma qualité d'environnementaliste, de président de l'ONG, vous m'excusez, je ne fais pas l'étalage de ce que je suis, mais j'attends. Il faut attendre encore pour voir si ce sera mis en application. Ce qui est adopté. Et d'abord, pourquoi le texte est contraignant? Les pays qui se disent puissants, forts, et pourquoi ça a traîné? Mais heureusement que nous, les Africains, aujourd'hui aussi, nous avons été vigilants et que nous avons nous sommes imposés et que nous avons ça a arrangé un peu. On a obtenu au moins le minimum. On a obtenu le minimum, mais ce minimum là, je veux voir avec mes yeux. Ok. Alors là, comment appréciez-vous finalement cette COP28, comme on le disait, qui était celle de l'espoir pour qu'une solution durable soit trouvée à la situation du climat dans le monde? Comment l'appréciez-vous? Quel regard portez-vous sur cette COP28 qui s'est achevée? Oui, vous voyez, vous avez parlé des tractations par exemple. Les tests, il y a des tests contraignants, moins contraignants, de toujours à droite, et ils font semblant d'adopter un test. Moi, personnellement, mon appréciation, d'abord, c'est trop tôt.
Qu'est-ce qui est trop tôt? C'est-à-dire donner mon appréciation, Ok. dire que ça a été un succès, ça a été un énorme. Mais, vu les tests adoptés, le test adopté finalement, c'est un succès, entre guillemets. On attend. Vous avez des sentiments mitigés sur la situation, on Très dirait, mitigé, comme le dit notre je suis titre d'ailleurs. sceptique, Guillaume. Je suis sceptique, j'attends. J'attends, personnellement j'attends, moi personnellement, même pas en qualité de Greenpeace, même mes collègues, mes patrons de Greenpeace, on attend. Nous avons forcé, on a secoué, on a dit des choses, nous sommes intervenus dans la rédaction de ces tests, tout ça là, comment ça s'est passé, je connais, je sais, mais tu veux qu'on dise quoi, Guillaume? Vous attendez et nous attendons également. Monsieur Ouettro, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien, mais avant de terminer, que faut-il retenir de façon générale de cette COP 28? Que garder à l'esprit? Et peut-être un espoir, peut-être vous disiez que vous étiez sceptique. Que faut-il garder de façon générale? Non, Guillaume, moi je vis toujours dans l'espoir. Il y a quand même l'espoir quand même. Oui, je vis dans l'anticipation. Je vais du meilleur. Et invariablement, le meilleur revient à moi. Il faut toujours vivre dans l'espoir. Moi, je vis dans l'anticipation, je vais du meilleur. Le meilleur vient à moi. J'ai dit, heureusement qu'on ne nous a pas dicté quelque chose. Que c'est ça, c'est ça. Nous aussi, la population africaine ou bien les dirigeants africains, les participants africains. Les participants africains se sont imposés. Le test a été modifié. Il y a eu décalage date. Il a tout ça. Bien sûr. Mais on attend. Mais les défis sont nombreux. Mais je me demande si les tensions internationales, puisque vous savez, c'est lors de ces réunions-là, ces COP-là, et les tensions... On va voir des dirigeants américains, des dirigeants russes, des dirigeants chinois, des dirigeants européens. Ouais. Donc on attend. Sinon, on a espoir. Dieu fera le reste en Afrique. Et je profite pour dire que nous devons profiter pour sensibiliser. Quand on parle de la chaleur et l'élévation de la température, c'est la pollution. On ne peut jamais parler du réchauffement climatique sans parler de pollution. Donc j'interpelle, je suis togolais, même si je suis togolais, j'interpelle nos dirigeants togolais ici pour voir comment on peut lutter contre la pollution. Et aussi créer une police environnementale. Merci beaucoup à vous, Monsieur Edem Kodjo Sena Ouettro. Vous êtes environnementaliste, directeur d'une ONG et membre de Greenpeace Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.